Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de pleine page qui, dans les conditions du direct, comme vous le savez maintenant, depuis que vous nous rejoignez, j'espère, sur TV C'est Vrai Même, qui est enregistré au Centre culturel Leclerc de Clisson. Et je voudrais commencer par vous présenter aujourd'hui notre ami Bernard Brunelière, ici présent, et qui va nous parler de l'ensemble de son œuvre, mais aussi un peu de sa vie qui n'est pas n'importe quoi tout de même. Bernard Brunelière, bienvenue d'abord sur le plateau de TV C'est Vrai Même. Et puis vous allez un petit peu nous conter votre vie qui n'est pas tout à fait banale, puisque vous êtes parti dans les îles, comme on dit là-bas, à la conquête des îles, et singulièrement de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est ça? Tout à fait, j'ai fait un livre qui raconte mon histoire. J'étais au petit séminaire. Oui, alors quelle est la différence entre le petit et le moyen et le grand séminaire? Le petit séminaire, ce sont des enfants. Moi, j'avais 11-12 ans, oui. J'en suis sorti, je devais avoir, je sais pas moi, 18 ans, quoi. Hein. Je ne suis pas rentré au grand séminaire. Et j'admirais énormément un prêtre qui s'appelait l'abbé Giraudet, qui est mort victime des nazis en Allemagne parce qu'il était aumônier clandestin des jeunes du Sto. Sto, ça veut dire service de travail obligatoire. Il n'avait pas pu être missionnaire parce que, bien qu'il soit rentré en mission étrangère, pour des raisons de santé. Et j'avais dit ce que cet homme-là peut faire que j'admire, je le ferai. Je ne l'ai pas fait quand même, mais je suis resté quand même avec ma foi quand même. Hein. Et après, je suis devenu secrétaire général de mairie. Voilà, vous étiez dans la fonction territoriale, publique. La fonction territoriale, c'est comme ça qu'on dit. Et puis là, vous êtes mis à écrire. Je me suis mis à écrire que simplement en ma retraite, parce qu'avant je faisais des fois les discours de mes mères, etc. J'ai toujours aimé la littérature, j'ai toujours aimé la poésie. Vous écriviez pour les autres un peu? J'écrivais pour les autres, bien entendu. Oui. Et après, lorsque je suis devenu retraité, je me suis mis à écrire vraiment de la poésie, des nouvelles aussi, des récits, mes souvenirs de petit séminaire. C'est un livre où j'ai mis tout mon cœur, où vraiment les maîtres que j'ai eus, je les admirais bien sûr, mais ils étaient comme ils étaient à l'époque, dans les années 40 et 50. Oui. Mais et puis c'était pas simplement ma vie, non, c'était l'époque que je décrivais telle que je l'ai vécue, avec des réflexions justement à ce moment-là. Puis surtout, je soignais l'écriture. Je trouve que la littérature, les lettres, c'est un ouvrage d'art en fait, et j'aime bien, des fois je mets 8 mots pour m'exprimer sur un seul, alors, ainsi de suite, et ça j'adore ça. J'ai toujours aimé la littérature. Bien. Alors là, les lettres en général, l'expression, on a bien noté. Alors si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est bien sûr parce que vous venez de sortir votre dernier opus, votre dernier ouvrage. Je vais le montrer à la caméra avec un long titre, Rebelle de plein droit en plein cœur. Alors, je crois que c'est ici, voilà. Rebelle de plein droit en plein cœur. Alors c'est un livre court, mais bon. 92 pages à peu près. 92 pages. Eh bien, vous nous dites un petit peu ce qu'on peut trouver dans ces rebelles de plein droit. Voilà, alors tout le monde est rebelle. On est contre. Ça veut dire guerrier contre. Bon, alors on est tous plus ou moins rebelles contre l'éducation qu'on a, contre les événements. Et Dieu sait si actuellement il y a de quoi être rebelle. Et donc les rebelles de plein cœur, j'ai héroïsé 8 personnes, donc de tous les bords, aussi bien. De tous les bords, de quelle région? De toutes les régions un petit peu, puisque vous avez. Ce n'est pas vendéen, nigérien. Si, il y a aussi un vendéen, donc Madame Odette Roux, qui était la mère communiste de Sables-d'Olonne, mais il y a aussi le cardinal c'est au petit, pardonnez-moi, c'est au petit
petit séminaire que vous avez rencontré les communistes, non? Les communistes. Oui, non, c'est Pas vraiment, non. Non, petit je ne peux séminaire, pas quoi. dire. Non, je peux pas dire. C'est depuis que j'ai. Oui, d'accord. Non, mais moi je trouve qu'il y a des gens très bien partout. C'est pour ça que justement je me suis permis d'héroïser le cardinal von Galen, qui était un archevêque de Münster, qui a lutté contre les prétentions ce qu'a fait Hitler en Allemagne et qui a failli en mourir. L'abbé Giraudet, qui a été prêtre du Sto en Allemagne aussi, puis qui a été tué par les Allemands, bien entendu. J'ai héroïsé aussi le mari d'Odette Roux, qui a été tué par les Allemands aussi, qui était résistant. Et elle allait rester effectivement dans ça. J'ai héroïsé aussi quelqu'un que j'aimais pas tellement, qui s'appelle Lafayette. Je vois ça, Lafayette. Je le prenais pour un prétentieux, etc. Or, c'était un type génial. Vous l'avez réhabilité, Lafayette. À mon avis, oui, je l'ai réhabilité. J'ai héroïsé aussi Je vois Gracchus Babeuf, c'est un peu inattendu. Tout à fait. C'est un personnage de la Révolution assez... Révolutionnaire, mais alors vraiment un révolutionnaire. Oui, assez cruel. Et assez... Non, pas du tout, justement. Alors voilà, non-violent. expliquez-nous ça. Voilà. C'est une chose, justement. Gracchus Babeuf, non-violent. Non-violent, tout à fait. C'est inattendu, quand même. Oui, il était absolument révolutionnaire. C'était un montagnard, comme était effectivement Robespierre, qu'il connaissait, qu'il estimait sur certains points, c'est-à-dire l'incorruptible. Mais lui, c'est un des rares révolutionnaires de talent, etc., qui a osé affronter ses camarades révolutionnaires en leur disant qu'ils étaient en train de faire il n'avait pas employé le mot génocide, mais il avait employé un mot latin, lui. Oui, mais enfin, c'est un génocide. En ce qui concerne la Vendée, il dit arrêtez, vous êtes en train de commettre un génocide. Et il a effectivement toujours été dans cette. Il a payé de sa vie, puisqu'il a été condamné à mort au moment du directoire, et il a été guillotiné avec un autre de ses camarades à Vendôme, parce qu'ils avaient fait le procès à Vendôme pour pas faire trop de bruit. Un mot peut-être sur la poésie, parce que je sais que vous aimez beaucoup la poésie, Bernard Brunelière, et que vos poètes de référence, vous voulez nous en parler? Baudelaire. Oui, Baudelaire. Vous parliez d'Aragon tout à l'heure, hors micro aussi. Sûr, oui. Très bien. Voilà. Et vous écrivez vous-même de la poésie? Oui. J'ai commencé par ça. Merci en tout cas d'être venu dans notre émission Pleine Page, Bernard Brunelière. Je rappelle votre dernier ouvrage, Rebelle de plein droit en plein cœur, avec des personnages comme Babeuf, Lafayette et d'autres moins connus, réhabilités ou encensés par notre auteur. C'est ça. Merci à vous. Maintenant, nous recevons également Élie Durel, qui se trouve être un auteur édité par Geste Édition. Si je dis ça, c'est parce que Geste Édition est une édition de province, comme on dit. Régionaliste, oui. Voilà, et qui ne fait pas partie des grands noms de l'édition parisienne. Même si maintenant ils éditent sur le plan national, sous un autre logo Métive. Voilà, qui dit, je suppose, s'occupe de la diffusion, plus exactement. Ils font la diffusion sur le plan national. Alors, Élie Durel, donc, des beaux livres récents que je voudrais... Voilà. L'Erdre qui est cette rivière, la plus belle rivière de France, disait François Ier, et puis un autre très beau livre aussi, en souvenir de la vallée de la Loire. Donc nous sommes en plein pays ligérien, là, tout de même, la région des pays de la Loire, en fait. Alors, deux beaux livres, Élie Durel, en plus ça pèse son poids, et combien de temps pour rédiger ces deux excellents livres? C'est plusieurs mois.
C'est-à-dire, là, ce sont des commandes de l'éditeur, effectivement, à partir sur l'ère de photographie aérienne. Il faut le mentionner parce que c'est un excellent photographe, Francis Garder, qui photographie à partir de l'ULM, qu'il a, entre guillemets, bricolé lui-même pour faire des prises de vue main libre. Ça fait concurrence à Artus Bertrand. Voilà, il fait non seulement concurrence à Artus Bertrand, mais personnellement, il le surpasse pour différentes raisons. La qualité de ses photographies, la manière dont il les prend, c'est-à-dire qu'il les prend de manière très respectueuse de l'environnement. Donc c'est magnifique. Et de travailler du texte sur ces photos, c'est un énorme plaisir. C'est toujours une émotion, ces photos, c'est une émotion, et quand en plus on est ligérien et que ça se rapporte à la Loire ou à sa proximité, je veux dire que l'inspiration est là. Très bien. Donc ce livre magnifique, L'Erdre, et puis les souvenirs de la vallée de la Loire. Mais c'est pas tout, parce que Élie Durel aussi nous a gratifié d'un très beau livre, c'est le Grand Almanach 2015. Je crois qu'il faut qu'on signale tout de suite que c'est pas parce que c'est l'almanach de l'année 2015 qu'on ne peut pas le consulter tout au long de l'année. Je veux dire, ce n'est pas où se le procurer. Où se le procurer. Livre magnifique, une iconographie exceptionnelle. Voilà. Et on trouve de tout. Alors on trouve. C'est pas un agenda. Non, l'aspect calendrier, agenda, est un prétexte quelque part, parce qu'il y a une abondance de textes, une variété de textes absolument extraordinaire, puisque ça correspond à, je ne sais pas si ça va parler aux personnes qui nous écoutent, 700 000 signes, donc c'est énorme. C'est pratiquement de romans, un texte, donc on trouve de quoi s'instruire, de quoi se distraire, de quoi s'amuser, de tout. Il y a aussi de l'histoire, beaucoup d'histoire. Alors l'histoire, parce que c'est ma passion, et l'éditeur m'avait demandé de relever un petit peu le niveau culturel pour que ce soit non seulement accessible à tous, mais que ça apporte en même temps, puisque c'était la tradition de l'almanach. L'almanach dans le temps, il apportait beaucoup de connaissances. Ça allait dans les campagnes pour encourager les gens à lire. Et on trouve des choses, y compris plantées à racines nues. C'est quoi racine nue? Racine nue, c'est un arbre dont il n'y a pas la motte. Donc il y a des précautions à prendre parce qu'on l'a quand même un petit peu fragilisé. Voilà. Et puis folklore, et puis tradition. Voilà. Et puis la chanson de Cram, je picore au hasard. Voilà, Pégase. L'opéra de Gilbert Bécaud, qui s'appelle parce que Gilbert Bécaud a à un moment donné un petit peu versé dans ce genre de musique. D'accord. Et puis c'était faire un clin d'œil à ce chanteur qui, je trouve, est oublié, alors que c'était un chanteur prodigieux, remarquable. Monsieur 100 000 volts, c'est ça? Monsieur 100 000 volts, voilà. Il faisait beaucoup de bruit sur les scènes. Mais je trouve qu'on n'en voit plus assez autour de Gilbert Bécaud. Alors vous aimez l'histoire, Élie Durel, vous venez de nous le dire, et ce qui m'amène à parler, là, c'est un roman historique, on appelle ça comme ça. On va dire un roman historique. Un roman historique. Ce n'est pas une fiction, il faut être clair. D'accord. Jeanne de Belleville, c'est une femme, de son métier, elle est corsaire, et elle est corsaire par amour. C'est quand même compliqué tout ça. C'est compliqué, mais à la fois simple, parce que c'est une histoire humaine. Jeanne de Belleville, qu'on appelait la dame pirate de Clisson, l'épouse d'Olivier IV de Clisson, la mère du connétable de France. La mère du connétable de Clisson. Qui était une femme dont la vie sentimentale n'est pas banale. Alors, on n'a pas le temps de la retracer là, mais c'est une histoire absolument extraordinaire, une femme amoureuse de Clisson. Et cet amour, elle l'a vécu avec Clisson, alors qu'elle était déjà mariée, un mariage arrangé, elle avait 12 ans, avec le seigneur de Châteaubriand. Donc ils se sont connus à Nantes. Pas le vicomte. Non, le seigneur de Châteaubriand. C'est un petit seigneur de Châteaubriand. Ils se sont connus à Nantes parce que Clisson était un grand voyageur, un grand commerçant, un grand bâtisseur. Et ils ont vécu une histoire d'amour là. Et de cet amour, c'est ce que j'ai découvert de manière claire. Et je dirai un petit peu après sur les conséquences de cela, est née de cet amour une fille
Isabelle ou Isabeau, on l'appelait Isabeau de Clisson, était la première fille, enfant de Jeanne de Belleville, alors qu'elle avait sans doute 19 ans. Et ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, très récemment, il y a quelques jours, une dame qui réside en Grèce m'a contacté pour me dire qu'elle pensait être une descendante de Jeanne de Belleville par Isabeau de Clisson, par Isabelle, cet enfant adultérin. Voilà. Et donc les éléments que j'ai pu lui apporter confirment l'hypothèse qu'elle a. Elle a une dernière vérification à faire, c'est un peu compliqué, mais à mon avis, il y a 99% de chance qu'elle soit effectivement descendante de Jeanne de Belleville par Isabelle. Et puis, un autre descendant m'a écrit une longue lettre il y a quelques mois, il vit dans le Poitou, et lui, il est descendant de Jeanne de Belleville par sa fille Anne. Jeanne, pardon, excusez-moi, par Jeanne. Elle s'appelait aussi, elle se prénommait Jeanne aussi. Et il s'appelle Arnaud de Harpedane de Belleville. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le nom Harpedane, c'est le nom anglais, parce que cette fille, Jeanne de Belleville, s'est mariée avec un anglais, Harpedane. Eh bien, voilà. C'est une longue et belle histoire. Juste un petit détail militaire, si je puis dire. Quand on est corsaire, on a un bateau, j'imagine. Oui, elle en avait 3 d'ailleurs. 3 bateaux. Alors, il y avait 3 navires qu'elle a armés pour faire de la piraterie en mer, pour nuire au roi de France, pour se venger, parce que le roi de France a fait son mari. Donc ça a été une femme pirate, mais j'ai voulu absolument dire qu'elle a été la première femme corsaire de l'histoire, parce que ce qu'elle a fait avec le soutien du roi d'Angleterre, ça s'assimile à des actions de corsaire. Alors je dis pas qu'elle avait des lettres de course, comme on dit, hein, mais elle a eu un soutien du roi d'Angleterre. À ce titre-là, on peut dire qu'elle était la première femme corsaire de l'histoire mondiale. Hein. Juste un petit détail pour les gens qui seraient intéressés, j'ai fait une émission avec Franck Ferrand il y a 3 mois maintenant, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand raconte très bien à partir de ce livre l'histoire de Jeanne de Belleville. Donc les personnes qui souhaitent l'écouter, il suffit d'aller sur Internet, YouTube, taper Franck Ferrand, voilà, au cœur de l'histoire, etc. On a bien entendu. On a bien entendu. Voilà, merci Élie Durel. Je rappelle votre roman historique, celui-là, Jeanne de Belleville, et puis tous ceux dont on vient de parler, Corsaire par amour, Jeanne de Belleville, et puis c'est en vente ici au Centre culturel Leclerc de Clisson, bien entendu. Merci à vous. Merci. Nous recevons notre dernier invité. Il s'agit de, merci madame, je reprends votre livre, il s'agit de Marie-Thérèse Chiraud, Une vie hors du commun, et en effet vous avez une vie hors du commun. Tout à fait. Vous nous disiez tout à l'heure hors micro que, alors là je fais voir votre livre, et puis en même temps c'est votre... C'est la maison. En même temps c'est votre maison. Là, la maison qui appartient à ma famille depuis plus d'un siècle. Et dans cette maison... de fin 18e. Fin 18e, très bien. Alors vous nous racontez un petit peu votre vie, comment ça a commencé, votre vie hors du commun? Eh bien, ma vie hors du commun a commencé que je suis pupille de la nation, que j'ai été abandonnée à ma naissance, parce que ma mère était employée de maison chez le maître des lieux de l'époque, et qui avait un fils, et malheureusement, elle est tombée enceinte, et les personnes de ce rang-là n'épousaient pas les domestiques. Donc il a été prié d'abandonner son enfant. Et j'ai donc été élevée, abandonnée d'abord, et élevée par un couple dans la Vienne, jusqu'à l'âge de 7 ans. Mon père biologique a été tué à la guerre en 1940. Après, ma mère s'est mariée avec quelqu'un d'autre, bien sûr, mais elle a exigé que son mari me prenne en son nom, avec l'intention de me reprendre. Et ce qui a été fait. Parce que dans le procès verbal d'abandon, elle avait bien dit que si un jour elle pouvait, elle me reprendrait. Parce qu'elle n'avait aucune ressource. Mon grand-père l'avait engagée, il avait donné de l'argent à ses parents qui en avaient besoin, qui étaient pauvres. Et en contrepartie, il embauchait la fille jusqu'à sa majorité sans la payer. Ce qui veut dire qu'elle n'avait aucune ressource. Le fils n'avait pas de ressources non plus, c'est pour ça qu'elle m'a abandonnée. Donc, quand elle s'est mariée, mon beau-père m'a prise en son nom. 1 an après, mon grand-père m'a adoptée pour que j'hérite de ses biens, parce que je semblais lui convenir. Mais il a eu la main mise sur moi depuis le
C'était horrible. Je n'avais pas le droit de parler. Il fallait que je lise ce qu'il avait décidé de lire, en l'occurrence les œuvres de Balzac. Mais bien sûr. Ça aurait pu être pire. Oui, à 15 ans, j'aurais opté volontiers pour un autre genre de littérature. Oui. Et il fallait que je commente pour voir si vraiment je l'avais bien lu. Il m'interrogeait tous les matins au petit déjeuner. Ensuite, je devais épouser le fils de son ami médecin. Et tout ça était programmé. Et quand je ne rentrais pas à la tombée de la nuit le dimanche, si je sortais, j'étais enfermé dans ma chambre le dimanche suivant. Et un beau jour, nous avions des domestiques à la maison, puisque j'étais maintenant avec mon grand-père. J'avais changé 3 fois de nom. J'ai d'abord porté le nom de ma mère, qui m'avait abandonné, le nom de mon beau-père et le nom de mon grand-père ensuite. J'avais donc changé 3 fois de nom. 3 vies, comme à 8 ans. 3 vies, en fait. Hein. D'accord. Et nous avions donc, je suis resté à la maison pas longtemps, parce que j'étais en pension après. J'ai fait des études jusqu'à 18 ans. Je voulais être avocat, mais j'ai dû les abandonner pour élever mon enfant. Donc, j'en étais à... Vous étiez à vos études d'avocat abandonnées. Oui, alors j'ai été abandonné et oui, je parlais de domestiques, là, c'est le moment. Oui. Nous avions donc des domestiques à la maison et il y en a un qui est parti au service militaire et il est arrivé à nouveau. Et il s'avère que nous sommes tombés amoureux et qu'à mon tour, 22 ans après ma mère, j'ai eu un enfant avec le domestique. Vous avez bien fait de dire Balzac parce que on trouve pas mal de choses. Certaines choses qui ressemblaient beaucoup bien. à la façon de vivre. Alors tout ça, Marie-Thérèse Chiron, donc Une vie hors du commun. Oui, tout à fait. Et le sous-titre, La petite fille qui venait d'ailleurs. Parce que je venais de la Vienne, de Poitiers, Château-Langer, dans un petit village de la Vienne. Voilà. Et donc tout ça, ça vous a permis d'écrire ce livre. C'est votre premier livre. C'est mon premier livre parce que quand je suis allé à la DAS chercher mon dossier, l'inspecteur qui m'a reçu m'a dit « Madame, écrivez votre histoire, elle n'est pas banale ». Je n'avais pas le temps, je travaillais à l'époque. Oui. Ensuite, je m'y suis mise, mais j'ai été élu maire de la commune, je n'avais pas le temps non plus. Alors voilà, je voulais dire un mot là-dessus, mais vous avez été en effet élu maire de votre... un mandat de sauvetage de la commune de 2001 à 2008. Un mandat de sauvetage, ça veut dire parce que la commune était divisée à l'époque par une histoire de supérette qui s'est installée à côté de l'église. Et une association de défense de l'environnement s'est montée, a fait supprimer à 2 reprises le permis de construire parce qu'il ne voulait pas de cet emplacement de supérette ici. D'accord. Et le maire qui était de l'époque... On peut dire le nom de la commune, c'est dans le Maine-et-Loire. Tillières. Voilà. Oui, les gens sauront parce que ça fait beaucoup de bruit. Bon. Et le maire, M. Hubert Lejeau, de l'époque, était un ami de longue date, est venu me voir un jour en me disant « Il faut que tu m'aides parce que personne ne veut prendre la tête de liste. » J'ai dit « Comment veux-tu que je t'aide? J'ai 64 ans et je n'étais pas dans le conseil. » J'ai dit à moi, c'est un petit peu, les enfants m'ont dit, maman, tu pourrais pas prendre cette responsabilité à ton âge. Mais je me suis senti une obligation morale, parce que je voyais que, et je me suis dit, les gens ne me connaissent pas beaucoup, parce que j'habitais Cholet à l'époque. Ça pourrait peut-être remettre la commune dans le droit chemin, ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà. J'ai relevé mon défi. Voilà. Et puis, la paix dans la commune. Et tout ça habité finalement... Et je réhabite à nouveau dans la maison de mon grand-père, voilà, qui en fait ne m'a pas déshérité parce qu'il a refait son testament, parce qu'il m'avait mis à la porte lorsque j'étais enceinte. C'est Balzac. C'est tout à fait Balzac. Voilà. On aurait dit que c'était prémonitoire qu'il me faisait lire Balzac. Balzac avec une petite touche de Jeanne d'Arc, je veux dire. Oui, un petit peu aussi. Je n'ai pas été brûlé sur le bûcher. Vous avez été brûlé sur le bûcher. Mais j'ai été mise à la porte, il est coup presto. Très bien. Merci Marie-Thérèse Chiron. Merci, je rappelle le titre de votre ouvrage, Une vie hors du commun, aux éditions Héros. Alors, dans votre vie, vous avez aussi eu la chance de rencontrer cet éditeur qui a pu... qui est aussi un ami de longue date. Qui est un ami de longue date. On va lui demander, puisqu'il est là juste, absolument, si vous voulez bien, lui laisser la place 2 minutes à peine. Et pour terminer cette émission, on va demander à l'éditeur de Marie-Thérèse Chiron de venir prendre votre place. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, André Hubert Hérault, éditeur à Molévrier. Voilà. Petit éditeur, entre guillemets. Oui, éditeur. Alors, comment vous avez découvert Madame Marie-Thérèse Chiron? Nous nous connaissions d'assez longue date. Et un jour, elle m'a confié son projet d'écriture. Et j'ai pensé que je pouvais... Parce que notre rôle, éditeur en région, c'est d'aider les gens à s'exprimer. C'est bien. Et de tâcher qu'ils puissent être publiés un jour. Parce qu'on ne sait jamais, quelquefois, on en a qui, après, gravissent des échelons. J'en ai eu quelques-uns comme ça qui ont franchi le pas, qui sont rendus un peu plus haut. Et ça fait plaisir. On a dit, on est à la base d'une carrière.
Très bien. Voilà. Et ça se vend bien, ce petit livre? Ce sont des bouquins confidentiels. Voilà. Il est bien évident que nous n'allons pas faire le chiffre, les chiffres astronomiques de certains. Et vous savez que même dans la grande édition, il y a des choses qui sont confidentielles. Voilà. Et qu'il y a des ouvrages qui sont diffusés nationalement et qui reviennent pratiquement invendus au total. Voilà. Donc nous, on n'est pas si mal que ça, parce que là, on va faire un deuxième tirage. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous, André Hubert, d'être venu également. Nous avons eu 3 maisons d'édition aujourd'hui. Durand-Pérol avec Bernard Brunelière, André Hubert-Hérault pour le livre de Marie-Thérèse Chiron, Une vie hors du commun, et puis Geste Édition avec notre ami Élie Durel pour ces excellents et beaux livres tous les 3. Merci d'être venus. Voilà, le 3e, il est là. C'est compliqué, hein, d'en présenter 3 en même temps. Voilà. Merci à vous et merci au Centre culturel Leclerc de Clisson que nous retrouvons tous les 2e samedis de chaque mois. Merci à vous, merci de votre attention. Au revoir.